Donc, bonjour à tous les panélistes qui nous ont fait le plaisir de répondre à notre invitation. Merci à tous les auditeurs. Euh, on va commencer maintenant. Non, je m'appelle Marc Léobet. Je travaille au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministère de la Transition énergétique en même temps. Et je suis à l'Ecolab, le point de contact, on va dire, de l'intelligence artificielle sur tous ces sujets-là. L'objectif de ce webinaire, c'est d'abord de permettre une présentation de ce que les startups font et des besoins des collectivités. C'est le quatrième webinaire que nous organisons. Et on va vous expliquer tout ça dans les quelques minutes qui suivent. Si ça veut bien passer, c'est quand même… Voilà. Donc, notre opération se situe à la conjonction de deux choses qui sont assez liées, mais à des niveaux évidemment très différents. Premièrement, la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, qui a été lancée par le gouvernement en 2018, avec des domaines qui étaient essentiellement recherche, formation et, disons, tout ce qui est beaucoup très orienté sur l'industrie, véhicules autonomes, etc. Et puis, il était prévu une revue à mi-parcours. Et donc, dans cette revue à mi-parcours, il a été ajouté un volet pour la transition écologique dont nous allons parler maintenant. Et parallèlement à ce travail, à partir en pratique fin 2019, nous avons établi au ministère, dans les différents ministères qui sont réunis en fait ici, une feuille de route IA et transition écologique de façon à pouvoir aider un certain nombre d'acteurs à monter en maturité. D'abord nous, évidemment, mais aussi on a un sujet qui était sur un des axes qui était sur soutenir les acteurs émergents. Donc, au sein de l'Ecolab, où nous faisons tout ça, il y a la mission Green Tech Innovation qui labellise des startups, par exemple. Et puis, on avait un autre axe qui était soutenir et apprendre des territoires, c'est-à-dire des collectivités. Avec le côté soutenir, c'est parce que lorsqu'on a lancé tout cela à l'hiver 2021, on voyait bien qu'il y avait quand même une faible maturité dans les collectivités. Mais on sait aussi que quand les élus décident des choses, l'inertie des collectivités est beaucoup plus faible que celle de l'État, bien évidemment. Donc, ça nous semblait intéressant d'avoir ce dialogue avec elle. Et puis, de la réunion de ces deux domaines d'action, on a finalement l'animation dans le cadre d'une communauté qu'on va décrire, d'un volet doté de 40 millions d'euros pour soutenir des solutions d'IA dans les territoires. Donc, c'est de ça dont nous allons parler dans les 10 minutes qui suivent. L'objectif de cette communauté des acteurs de l'IA, c'est qu'on a constaté, pas que nous, mais aussi le ministère des Finances, la Commission européenne, que en tout cas en France, les tours de table sont relativement faciles à boucler, les investisseurs sont là, sauf qu'au bout de 5 ans, il y a quand même un taux d'échec des startups. Et donc, on pense qu'il y a un défaut d'alignement de certaines solutions imaginées par les startups avec les besoins. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est justement de mieux faire comprendre les besoins des collectivités aux acteurs émergents et en même temps permettre aux collectivités de comprendre à quel niveau l'intelligence artificielle peut les faire gagner en efficience dans leurs différentes missions. Donc, il y a tout cet aspect de montée en connaissance et de rencontre entre les deux mondes qui se connaissent manifestement assez peu. Puis, on est aussi une deuxième dimension à laquelle nous tenons, on lance une dynamique. C'est-à-dire que vous voyez les échéances d'une stratégie nationale, c'est quand même plusieurs années. On se situe dans quelque chose qui s'appelle France 2030. Donc 2030, c'est pas 2023. Et on essaye de construire cette communauté des acteurs de l'IA qui a été lancée à la mi-mai de cette année pour gagner en épaisseur, gagner en largeur et en thématique traitée. Donc, on se place vraiment sur du moyen terme, en fait.
Ensuite, comment? Cet appel à projet dont j'ai déjà parlé, on le voit comme étant le premier exemple concret sur lequel travailler et faire réunir les deux acteurs, les deux catégories d'acteurs dont j'ai parlé. Et puis, il y en a évidemment bien d'autres qui existent, comme les établissements publics, les laboratoires de recherche, etc., etc. L'un des moyens que nous avons mis en place, c'est donc ces webinaires que vous allez suivre aujourd'hui. Alors, pourquoi faire l'IA dans les territoires? Quand on a commencé les entretiens l'hiver dernier, on nous a dit la transition écologique, c'est tellement large, tellement énorme qu'on ne sait pas par quel bout prendre cela. On a donc décidé, donc là c'est un acte politique du ministère, de mettre en avant 5 sujets que vous voyez dans ce nuage de mots. Le premier, c'est bâtiments. Donc, l'enjeu, c'est les bâtiments existants. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA dans les bâtiments existants? On a mis quelques éléments. Parce que les bâtiments nouveaux, nous n'en produirons pas assez d'ici 2050 pour que ça ait un intérêt au niveau climatique. Donc, l'enjeu climatique, c'est vraiment sur les bâtiments existants. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en premier. Ensuite, il y a tout ce qui est ville. Alors, la ville, c'est énorme, c'est l'urbanisme, ça peut être les îlots de chaleur urbaine, ça peut être plein de choses. Donc ça, c'est évidemment un deuxième sujet important pour la suite de notre pays. Ensuite, la mobilité, avec un tropisme sur la mobilité douce et les transports en commun, tout simplement parce qu'il y a déjà énormément de budget sur tout ce qui est véhicules autonomes. Et donc, on veut se situer sur des sujets qui sont un peu moins mis en avant par les stratégies nationales que ces mobilités douces. Ensuite, on a tout ce qui est économie circulaire, qui est en soi-même un domaine extrêmement large, avec un tropisme que nous, on pousse, qui est les déchets du bâtiment, pour 2 raisons. D'abord parce que les déchets du bâtiment, donc tout ce qui est déconstruction, ça occasionne énormément de transport par camion, donc beaucoup de nuisances. Et aussi parce que quand on a interviewé les majors du BTP, on a compris que la capacité de récupérer des équipements dans les immeubles, dans des constructions, permettent de les revendre, donc de réduire le coût global du chantier et donc de réduire le coût pour les futurs occupants. Et enfin, mais ce n'est pas le moins important, c'est tout ce qui est participation citoyenne. On a vu au moment des Gilets jaunes que le grand débat national avait permis l'utilisation de traitements du langage naturel pour comprendre ce que disaient vraiment les gens, et pas simplement des synthèses faites par des sachants. Et on pense que c'est quelque chose qui a de l'intérêt. Et Rennes Métropole nous indiquait, par exemple, qu'ils envisageaient d'utiliser ce type de technologie pour définir au mieux le tracé d'un futur tramway. Donc, on voit qu'il y a différents niveaux de choses qui englobent un grand nombre de types d'intelligence artificielle pour les territoires. Et puis, il y a plein d'autres choses que je n'ai pas le temps de citer. Il y a évidemment tout ce qui est eau, tout ce qui est biodiversité, risques, etc., etc. Alors, de quoi parle-t-on sur cet appel à projet? D'abord, on veut des démonstrateurs. C'est-à-dire que ce n'est pas des prototypes en laboratoire, ce n'est pas non plus des produits vendus ou prêts à mettre sur le marché, c'est juste entre les deux, de façon à pouvoir aider à tester en grandeur réelle, avec des vraies données, des vrais besoins, le produit que les startups ont imaginé. L'IA, on veut vraiment de l'IA au sens de 2018, 2016. On ne veut pas l'IA au sens des années 90. Et on va placer dans le jury de l'appel à projet des scientifiques, des ingénieurs spécialisés en IA pour justement garantir que ce n'est pas de l'IA au sens marketing, c'est vraiment de l'IA au sens technique. Ensuite, nous sommes au ministère de la Transition écologique, donc on a voulu mettre un accent particulier sur le coût-bénéfice environnemental du projet tout entier. Ça nous tient, enfin, c'est notre mission en fait. Et aussi, on veut absolument avancer dans le débat de l'impact environnemental du numérique en général et de l'IA en particulier. Donc, on a mis des choses dans l'appel à projet là-dessus, avec aussi la localisation des serveurs, puisque c'est quand même la localisation des serveurs qui fait beaucoup pour l'impact des centres serveurs. Et enfin, qu'est-ce qu'un territoire? Aujourd'hui, c'est un appel à projet qui est en cours
et qui se termine le 7 novembre, c'est une collectivité ou un groupement. Demain, ça sera une entreprise en plus des collectivités. Donc là, on ouvre le marché à un secteur totalement différent et on envisage aussi que ça puisse être un établissement public. De façon là encore à ouvrir le marché, puisqu'on a vu ces derniers mois que beaucoup d'établissements publics, des hôpitaux, des bailleurs sociaux, ont des problèmes énergétiques comme tout le monde, mais à une échelle probablement un peu plus forte. Et donc, on va essayer de les rendre éligibles à devenir chef de file. Donc, la conclusion, on est dans cette vague d'appel à projet, cette première vague, et on pense qu'il y a encore temps de faire des choses s'il y a des projets, si vous avez déjà des contacts. On est à votre disposition, on fait de l'appui direct à des gens qui se posent des questions. Nous ne sommes pas dans le jury en tant que ministère, donc on est parfaitement serein pour éviter de laisser des acteurs privés ou publics travailler sur un projet alors qu'ils sont hors champ. Ça nous semble la moindre des choses d'éviter de perdre du temps comme ça. Et puis, le deuxième message, c'est contacter les incubateurs dans votre secteur. Ce sont des professionnels, ils savent aider au montage de projets. On est en relation avec pas mal d'entre eux et c'est quelque chose qui peut aider à accélérer la conception du groupement. Et puis vous verrez après qu'il y a une vie après le 7 novembre. Notre actualité à nous, c'est le rendez-vous annuel de la Green Tech française, qui est le Meetup Green Tech, du 18 au 20, donc c'est la semaine prochaine. Nous serons présents sur le stand Ecolab à la station F, donc à Paris, toute la journée. Ça vous permettra non seulement de nous rencontrer, pardon, mais aussi de vous rencontrer entre vous, puisque l'enjeu d'une communauté, c'est pas un réseau en étoile autour du ministère, c'est vraiment pouvoir que les gens se rencontrent. Bon, là, évidemment, la période récente a été un peu délicate là-dessus, mais on veut essayer de profiter du meet-up pour vous donner rendez-vous à 15h et à 17h, hein, à deux reprises, et puis on verra qui viendra. Et j'animerai une table ronde sur l'intelligence artificielle comme en appui à la transition écologique. On a un autre webinaire qui est le 12 décembre. On va déroger à la mensualisation des webinaires parce que nous voulons absolument faire un retour d'expérience de cette première vague de l'appel à projet démonstrateur. Donc, on va en particulier vous envoyer à tous les gens dont on a l'adresse et qui ont montré leur intérêt pour la communauté des acteurs de l'IA, pour savoir, voilà, que se passe-t-il. On est en train de concevoir le questionnaire de façon à ce que la seconde vague tire évidemment expérience de ce qui n'était pas suffisamment bon pour la première, et comme ça on aura beaucoup plus de candidats, nous espérons, pour pouvoir subventionner, puisque c'est bien de ça dont on parle, on subventionne en fait un démonstrateur d'IA dans les territoires. Et le deuxième appel à projet des démonstrateurs IA dans les territoires sera lancé en 2023. On n'a pas encore de date, on espère que ça sera plutôt au printemps, mais ça, nous n'avons pas la décision dans nos mains. Ensuite, donc, je vais passer la parole dans 1 minute à Arnaud Willem de Brest Métropole qui va vous exposer le point de vue de Brest Métropole sur ce dont nous parlons. Puis, nous aurons 6 startups avec différents sujets, différents domaines, différentes solutions pour l'IA dans les territoires ou pour Octopies, c'est sur d'autres sujets que l'IA, mais qu'on a jugé indispensables. Ils se présenteront eux-mêmes. Et puis enfin, après les 6 entreprises, Mathieu travaille à mes côtés, vous présentera l'accès aux ressources. On commence à avoir pas mal de ressources, donc on veut essayer d'améliorer tout ça. Et puis peut-être surtout une foire aux questions fréquentes, puisque c'est à peu près toujours les mêmes questions qu'on se pose sur les appels à projets. Et on a fait une petite synthèse de la FAQ officielle de la Banque des Territoires, qui est l'opérateur en charge de cet appel à projet. J'en ai fini. Arnaud, c'est à vous. Merci, bonjour à tous, vous m'entendez bien? C'est bon?
Ouais, ok. Je vais vous faire une présentation en 15 minutes max, sur trois sujets. D'une part, c'est quoi Brest? Deuxièmement, où en est l'écosystème de l'IA sur Brest? Et dernièrement, troisièmement, quels sont les besoins à ce jour perçus par moi en matière d'IA pour cette métropole et pour ce territoire? Alors, je prépare une petite présentation que je vais essayer de partager. Voilà, vous me dites si c'est bon. Bon. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il faut que je la mette en grand écran? Voilà, c'est mieux comme ça encore. Voilà. Alors, Brest, comme vous voyez, il fait toujours beau. C'est pas en grand écran là, par contre, chez moi. Je sais pas si c'est le cas aussi pour les autres. Non, moi, je suis en grand écran chez moi. Maintenant, je Oui, peux peut-être. je pense que c'est projeté sur l'autre écran. Si vous D'accord. avez... J'échappe. C'est mieux comme ça pour vous? Ben, là, ça reste même. Mais vous avez deux écrans du coup. Je pense qu'il y en a peut-être. J'ai deux écrans, ouais, en Ouais, c'est effet. ça. Bah, en fait, il est probablement du coup en plein écran, mais sur l'autre écran. Et du coup, nous, ça change pas. Bon, ok, on va le laisser comme ça si vous voulez bien, si c'est bon pour vous. Brest donc est une métropole, une des métropoles qui a été créée par la loi MAPTAM en 2014, située à l'extrême ouest de la France et du continent européen. C'est un port militaire à l'origine, hein, vous le savez. Le château de Brest a été construit par les Romains. Donc, vous voyez, une longue histoire militaire. Euh, sur ces photos que j'ai voulu partager avec vous, vous voyez des caractéristiques hein, du territoire, de la réparation navale avec trois paquebots Disney sur le haut de la diapo. C'est des paquebots Disney, il y a Mickey dessus. En ce moment, on a des grands navires gaziers qui sont en maintenance pour transporter sans doute cet hiver du gaz liquéfié, sans doute entre continents. Donc, on a trois alignements comme ça de navires qui font près de 300 mètres de long. Donc, Brest, c'est de la réparation navale. Sur la petite diapo, on voit le pont Levant et le téléphérique, qui sont des caractéristiques urbaines récentes. En haut à droite, vous voyez un fond d'écran Windows, et en fait, c'est bien Brest. Si vous voyez ma souris, c'est bien le phare ici, du petit minou. Donc, Brest est célèbre dans le monde entier, puisque c'est un fond d'écran Windows ici. C'est bien à l'entrée du Goulet, donc, qui est en fait l'entrée de la rade de Brest et qui nous ouvre sur l'Atlantique. Et d'ailleurs, vous voyez ici, sur cette carte que j'ai en plus grand ici. Voilà, on voit la situation géographique hein, de Brest hein, qui n'a pas d'arrière-pays. Et son arrière-pays, en fait, c'est la mer. Euh, et ce n'est pas pour rien donc, que Brest est le premier pôle européen pour les sciences et techniques liées à la mer. On y compte environ 60% de la recherche française dans le domaine maritime. Et donc, pour le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, je vous rappelle que la mer, l'océan, est un composant essentiel du système climatique. 90% de la chaleur additionnelle liée à l'augmentation de l'effet de serre et à peu près un quart des émanations de dioxyde de carbone sont absorbées par l'océan. Cela a des conséquences notamment en matière d'élévation du niveau de la mer. Donc, vous voyez, à Brest et sur le territoire, nous sommes pleinement concernés et impactés par ces questions. Alors, je vais un peu plus dans le détail de la présentation du territoire. Donc, on est la plus petite métropole de France avec 215 000 habitants et on est au centre en fait d'un bassin de vie d'environ 450 000 habitants et spécifiquement 30 000 étudiants. Donc, on a de grandes écoles d'ingénieurs, peut-être la plus connue d'entre elles est Télécom Bretagne, Télécom Atlantique, IMT Atlantique, pardon, maintenant qu'on dit, ou l'ENSTA, qui est une école mi-civile, mi-militaire. Globalement, l'agglomération sert des services pour environ 1 million d'habitants sur une zone qu'on peut tracer entre la ligne qui sépare Guingamp et Saint-Brieuc et qui rejoint l'ouest de Lorient, à peu près au niveau de Quimperlé. Voilà à peu près la zone d'impact et d'influence de Brest. Ce schéma que vous voyez représente en fait l'ensemble des coopérations interterritoriales que nous pouvons développer. Et comme vous l'avez compris, étant une des petites métropoles, il est absolument nécessaire pour nous
de développer des alliances. Donc, on peut en décrire quelques-unes, hein, des ententes. C'est un vieil outil juridique, hein, des collectivités, avec Lannion-Morlaix d'un côté, une autre entente avec Quimper, un contrat de réciprocité avec le Centre-Ouest Bretagne, Carhaix, plus connu pour être le siège de Vieille Charrue. Donc, vous voyez que c'est intéressant. Et enfin, le pôle métropolitain Loire-Bretagne qui couvre cet ensemble. Quels sont les secteurs d'excellence de Brest? On en compte certains qui se font discrets, mais qui sont, je peux vous le dire, tout à fait actifs en ce moment. Donc, par exemple, la base navale militaire qui regroupe donc les principaux organismes de soutien aux forces navales et la base de la force océanique stratégique. En clair, les sous-marins nucléaires. Alors, pour votre information, en temps normal, hein, ça fait 18 ans que j'habite à Brest, en général, il y a un sous-marin dehors et 2 en maintenance en face de Brest sur ce qu'on appelle l'île Longue, sur une petite île ici privatisée par la Marine nationale. Aujourd'hui, les 3 sous-marins sont en mer en ce moment. Des sous-marins nucléaires et les fonctions annexes, si j'ose dire, les missiles intercontinentaux qu'ils emportent dans leur flanc. Du coup, vous comprendrez tous qu'il y a, et c'est assez singulier, une industrie nucléaire à Brest et une industrie spatiale. Spatiale parce que les missiles sont des petites fusées Apollo en réduction avec du carburant, du comburant, de la chaudronnerie de haut niveau, de la balistique tout à fait spéciale, etc., etc. Alors, il y a une autre fonction dont on parle peu, c'est la préfecture maritime de l'Atlantique qui assure le commandement maritime pour les zones de la Manche et de l'Atlantique et ça remonte jusqu'au Groenland. En gros, la préfecture maritime, ça a les mêmes pouvoirs qu'un Premier ministre, mais sur la mer. D'ailleurs, depuis le Brexit, cette fonction a repris un rôle de rempart ouest et de frontière de l'Europe. On a aussi la direction de l'aviation civile, puisque l'ensemble du trafic nord-atlantique est pris en charge par les stations de radar qui est juste à quelques kilomètres à l'est de Brest. On a d'autres organismes hein, dont vous avez peut-être entendu parler, comme le CEDRE pour les pollutions marines et l'IFREMER pour la recherche marine également. Des pôles d'innovation comme le pôle mer Bretagne-Atlantique, France Énergie Marine et le Campus mondial de la mer. Alors, c'est aussi d'autres. Je regarde bien l'heure qui passe. C'est d'autres activités comme d'autres dimensions de l'économie maritime, hein, l'activité portuaire commerciale, la réparation navale, les grands événements nautiques, les courses nautiques avec la future course des ultimes, les records du monde à la voile, le Kersozon, un des plus grands centres nautiques de France hein, de sport et de loisirs, et récemment l'émergence d'un pôle de cybersécurité maritime. Entre autres activités à Brest, on développe des drones sous-marins et des drones autonomes. Je n'oublie pas la filière algues qui produit des produits de base pour la cosmétique et la nutrition, et ceci pour le monde entier. On a des établissements très importants d'un groupe avec sa filiale de Thales qui fabrique les fameuses sonars de classe mondiale. Les sonars qui protègent le porte-avions Charles de Gaulle sont conçus et assemblés à Brest. Et on a aussi Naval Group qui a sa DSI. Ça aura une importance tout à l'heure quand je parlerai de l'écosystème de la data sur Brest. Alors, il y a de nouvelles filières qui émergent, hein, comme les énergies marines renouvelables avec de forts investissements. Il y a un pôle de biodiversité avec le Conservatoire national botanique, l'Agence nationale de la biodiversité. Un CHU, on en reparlera peut-être tout à l'heure, un CHRU très innovant, très orienté vers l'innovation. Voilà, un écosystème en résumé très riche, avec une forte densité scientifique, mais de plus petite taille que nos grands voisins que sont Rennes, Nantes et sans parler de, je ne sais pas, Bordeaux. Quel état des lieux on peut faire de l'écosystème intelligence artificielle à Brest? Alors, tout d'abord, il faut que vous sachiez qu'il y a une grande tradition d'acquisition de données à Brest, notamment par bateau, avion, satellite. Alors, j'avais voulu vous mettre une illustration, mais ça vous obligera à aller sur le portail Open Data de Post Métropole, chercher le fond de photo de la base d'Hydravion, puisque dès les années 20, en fait, la première base ayant ouvert, je crois, en Antibes en 1920, mais dès les années 20, il y avait une base d'Hydravion qui faisait de la photo aérienne. Et grâce à ça, on a un fond de photo qui nous permet de voir l'évolution de l'urbanisation avec des vieilles photos noir et blanc, etc. On a des acteurs clés, hein, comme CLS, il y a des gens de Toulouse, ils les connaissent, hein, c'est une filiale du CNES, qui fait de la photo par satellite. On a une entreprise qui s'appelle Hightech qui fait de la photo spectrale. Alors là, photo spectrale, hein, c'est des photos avec plusieurs types de longueur d'onde pour
définir véritablement ce qu'il y a au sol. Vous voyez, vraiment des acteurs très pointus sur certaines techniques qui peuvent nous servir. On a un enseignement supérieur et la recherche qui est très orienté IA avec la fameuse école militaire, l'ANSTA Bretagne, l'ISEN, l'école navale évidemment, et le CESI qui est une école qui forme des ingénieurs par alternance. Essentiellement, le point clé, c'est un écosystème qui est structuré et animé par une association de collectivités, d'entreprises qu'on appelle le Technopôle Brest-Iroise. Et on peut citer un événement phare, je vous invite d'ailleurs d'ores et déjà à l'édition 2023, qui s'appelle Brest is AI en anglais. C'est un événement qui regroupe et anime des acteurs de l'IA de Brest et d'ailleurs. Et c'est ainsi qu'on a pu faire connaissance avec certains membres de la communauté Green Tech. Ils viennent sur Brest pour certains. Donc, on a bien une logique de répercussion de l'animation que vous développez au niveau des collèges. On a une école spécialisée de formation de techniciens de l'IA, c'est important, ce n'est pas des data scientists très coûteux, ce sont des professionnels avec des coûts salariaux accessibles. On démarre la promotion 3 et on en livre à peu près 20 par an sur l'écosystème. Voilà, on a… ah oui, le point clé, c'est un meet-up data science. Oui, quelqu'un voulait intervenir? Je suis un peu gardien du temps, donc il reste un peu de temps. Ok, un meet-up data science avec 700 membres, c'est énorme. Un supercalculateur qui prête ses capacités et au-delà, un écosystème, un instrument en construction qu'on appelle le service public local de la donnée. Je ne vais pas trop développer ici. Je passe sur un autre. Voilà. Et pour terminer, quels sont les besoins que j'ai pu identifier pour la transition écologique sur Brest? Donc, les principaux enjeux. Et c'est bien une vision stratégique concernant notre métropole. C'est d'une part la sobriété énergétique et la rénovation urbaine. Alors, il y a déjà un programme de rénovation énergétique de bâtiments publics et de logements sociaux, mais il y a aussi un énorme parc collectif privé qui date de l'après-guerre, qui a été reconstruit. Brest, vous savez, était une ville détruite à 80%, et il y a des forts enjeux là-dessus. Il y a une production d'énergie historiquement très faible, et je vous ai mis les ratios de production par la biomasse ou par la photovoltaïque qui sont très très bas et que nous devons augmenter. Il y a un souci aussi d'aller vers des circuits plus courts, l'économie circulaire sur la production alimentaire. Il y a un enjeu permanent de qualité des eaux avec la rade, comme vous le savez, et des possibles rejets polluants dedans. On a des enjeux de mobilité très importants. On y travaille avec la construction d'une deuxième ligne de tramway, mais on a un objectif d'augmenter massivement l'utilisation de vélos. Pour les territoires, essentiellement aujourd'hui, les enjeux sont autour des CAET, et la prévention des risques d'érosion et de submersion. Alors, il existe déjà un consortium qui travaille sur ces questions, mais ils sont très en amont. CEREMA, Université de Bretagne occidentale et le Conseil départemental du Finistère. Là-dessus, il y a sans doute des travaux à mener dans le futur. Et j'évoquais dans la slide précédente la construction d'un service public local de la donnée qui a vocation à devenir un tiers de confiance, et je terminerai peut-être là-dessus et sur une autre idée, c'est construire en fait une nouvelle institution qui va opérer, qui va sécuriser l'altruisme de la donnée, c'est-à-dire donner la possibilité à des acteurs privés de verser des données au service de politique publique. On parlait des PCAET tout à l'heure, comment finalement connaître la consommation de carburant sur un territoire. Ce tiers de confiance pourrait opérer des échanges de données dans un cadre de confiance. On peut aussi imaginer agréger beaucoup plus de données personnelles des citoyens grâce à des processus d'anonymisation qui apportent véritablement la confiance aux citoyens et qui lui permet de fournir ces données de comportement au profit de cette politique publique, et puis bien sûr transparence des algorithmes. Alors, on va essayer de construire avec cet outil un modèle réplicable de gouvernance publique-privée des données d'intérêt général. Nul doute que, et ça on va essayer de le construire avec Rennes, je le précise. Et puis peut-être juste pour terminer, signaler que on a confié à notre agence d'urbanisme, qui est assez performante et qui travaille sur un vaste secteur, le soin de préfigurer notre service public local de la donnée, notamment parce qu'il nous montre des capacités étonnantes.
Je termine sur ce mot-là. On a une agence d'urbanisme qui développe un modèle d'occupation des sols qui a vocation à être pilote. Je ne vais pas développer puisque le temps a passé, mais je suis à votre disposition pour expliquer la qualité de ce travail. Voilà, je termine. Merci beaucoup pour tous ces éléments, pour la ponctualité, parce que ça, c'est précieux pour un animateur. Deux éléments sur ce qu'il y a, anonymisation, etc. Je crois que vous pouvez avoir des éléments de réponse par la suite. Les intervenants qui suivent ont tout à fait le droit d'écrire dans le chat tout autant que moi s'ils ont des propositions à faire à Arnaud. Deuxièmement, sur le côté gouvernance de la donnée, etc. Du côté de l'Occitanie, il y a Equitia qui fait des choses qui nous paraissent dignes d'intérêt. Voilà. Je passe la parole à Hélène. Bonjour Hélène, merci d'être avec nous. Et moi, je vais retrouver les services du Premier ministre, donc je vous laisse avec Mathieu pour l'animation. Au revoir. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui, on vous entend très bien. Alors, avec la vidéo, c'est mieux. Donc, je vais partager. Vous partagez le slide expédié ou je le prends depuis ma machine? Comme vous préférez. Bon, ben, ce sera depuis ma machine, ce sera plus simple. Alors, juste un petit réglage. Voilà. Diaporama. Est-ce qu'il est partagé? Vous avez deux écrans? Non, j'ai un seul écran. Là, on le voit, mais ce n'est pas en diaporama. C'est pas en diaporama. Alors, excusez-moi, on va refaire ça. Tic, tic. Arrêtez. Partager. Est-ce que c'est bon cette fois-ci? Oui, tout à fait. Merci. Parfait. Donc, en 5 minutes, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc, je vais vous présenter Au Green Up pour des territoires résilients, des villes perméables à l'heure du ZAN. Alors, les 3 lettres, je pense que je n'ai pas à les présenter, zéro artificialisation nette. Une rapide présentation de notre structure, à visée géomatique. Donc, nous intervenons en France entière, 25 ans de recul sur les sujets de la transition, avant qu'elle ne s'appelle transition d'ailleurs, puisque nous sommes ingénieurs agronomes écologues, et que nous travaillons au service des services d'aménagement de longue date. Donc, 5 régions que nous accompagnons à différents niveaux, notamment la donnée, cette donnée qui permet de suivre les politiques publiques qu'on a évoquées juste avant d'ailleurs, des échanges et des prestations menées pour une 50aine de SCOT, PNR et PCI aux différents échelons. Donc, une intervention au macro et au micro. Donc, de la conception de données, on va y revenir, la conception de MOS notamment, qui font beaucoup, qui questionnent notamment à l'heure de ces enjeux climatiques, des plateformes et observatoires qu'on va voir rapidement, et puis le co-design et des outils collaboratifs que l'on utilise à de multiples occasions, sans oublier l'hybridation des process. Nous sommes tombés dans la télédétection il y a 25 ans et mettons en œuvre différents process que je vais vous présenter. Des plateformes rapidement évoquées ici, elles répondent à des enjeux de politique publique éminemment transversaux. Vous avez ici une co-construction d'une trame verte et bleue déclinée à l'échelle de l'urbanisme opérationnel, et c'était déjà il y a 8 ans pour une métropole. À droite, totalement, un outil au service du foncier pour la résilience climatique et l'exposition au risque ruissellement. Donc, quantité de briques qui existent. On va donc passer maintenant à notre propos, le pourquoi de notre inscription dans ce dispositif. Donc, l'idée est de questionner la fabrique de la ville avec une problématique qu'on a identifiée qui est clairement la problématique d'emboîtement d'échelle. On doit résoudre des problématiques qui sont sur de grandes échelles, les échelles de bassin versant, les échelles de l'équilibre territorial questionné dans le cadre du SRAT, notamment en ce moment. Le tout à l'heure de la loi climat et résilience qui impose finalement une projection à 2050 sur ces sujets-là. Mais en même temps, il faut être dans l'urbanisme opérationnel. Il faut pouvoir mesurer ces services écosystémiques très localement. Vous avez une illustration sur les processus d'infiltration en ville
qui questionnent à l'heure actuelle. Donc, beaucoup de concepts, mais parfois des injonctions, il ne faut pas s'en cacher, contradictoires dans les politiques publiques, qu'elles soient de la GPU, la gestion du pluvial, le ZAN, le risque, la TVB, bien sûr, et qui parfois cohabitent. Donc, les défis, c'est de fournir une boussole au service des acteurs du territoire qui soit emboîtée, une boussole bien sûr associée au foncier et qui résume les questions de limitation, d'exposition aux aléas de demain et le grand équilibre entre d'un côté densifier et de l'autre renaturer ou infiltrer. Donc en gros les politiques de l'eau et les politiques de management qui pour l'instant ne sont pas encore tout à fait harmonisées. L'IA dans tout ça, pourquoi et comment ? Alors, pourquoi c'est tout simplement qu'on a besoin d'avoir des données fines. Vous avez ici des exemples issus d'images satellitaires, alors les services Copernicus, que je ne remets pas en question, mais qui ne répondent pas à cette notion d'emboîtement d'échelle parce que toutes les notions dont on a parlé, à la fois d'îlot-chaleur et d'infiltration, se jouent à une échelle excessivement fine. Et c'est cette échelle qu'il faut concevoir, bien sûr, la politique de demain. Donc, quelles données ? Nous avons dans cette capacité, au regard d'une expertise ancrée en France et unique, de concevoir et de produire des données adaptées, qualitatives, robustes, et ce rapidement, et c'est bien là que l'IA rentre en ligne de compte. Il faut à la fois, par exemple, décrire les niveaux d'artificialisation et d'infiltration, donc ça tient au verre, mais quel verre ? Un verre de houppier dans du béton n'a pas les mêmes valeurs écosystémiques qu'un verre qui correspond à une ancienne forêt. Donc, il faut non seulement décrire la couverture, mais bien sûr, prendre en compte les services écosystémiques et la nature de ces objets. Nous avons 4 ans déjà de recul. Ce sont des processus, le deep learning est pour nous un processus en appui opérationnel. C'est déjà mis en œuvre sur plus de 6 projets. Vous avez ici un exemple dans le Faucluse avec donc notre force. C'est plus de 100 000 parcelles d'apprentissage. C'est des processus métiers qu'on a réfléchis à l'aune des limites de ces outils qu'il faut pouvoir cohabiter avec d'autres outils que sont des traitements d'image plus classiques et bien sûr de la PIAO. Donc, vous avez un exemple ici de mise en œuvre à l'échelle d'un département. Pour nous, le cloud permet d'ores et déjà des process de production à l'échelle de grands territoires, mais tout aussi finement. Et c'est le dernier point sur lequel peut-être j'insisterai. On a un recul sur comment mettre en œuvre ces outils pour qu'ils soient intégrés, notamment dans des processus vectoriels, puisque, in fine, les outils des décisions sont souvent, bien sûr, des outils où on va hybrider un certain nombre de bases de données. Donc, les bénéfices pour les territoires engagés, qui seraient donc à nos côtés en tant que territoire démonstrateur, ils se résument en 4 points. C'est premièrement des process et des méthodes. Alizé est reconnu en France pour partager ces méthodes. Voilà, donc certains de nos concurrents d'ailleurs s'en sont inspirés, heureusement. Tout ça au service des politiques publiques au sens large. Donc, les process IA développés seront bien sûr absolument transparents et j'y tiens tout particulièrement puisqu'il y a un petit peu l'effet de boîte noire, il ne faut pas s'en cacher derrière ces process. Une co-construction, nous la menons de manière agile sur des problématiques très transversales à l'échelle de PLUI, à l'échelle de STOT, à l'échelle de région, sur la co-construction, par exemple, d'indicateurs ici sur la plateforme Risco, qui est un gros intrant à la démarche que nous proposons de mener. Donc, co-construction agile, ouverte, en marge des outils. Je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît. Oui, c'est la dernière slide. Une communauté métier, parce que nous sommes en relation avec un certain nombre d'acteurs des domaines aussi bien de la GPU, du pluvial, de l'écologie, du génie écologique, et puis, in fine, des plateformes qui répondent d'ores et déjà aux enjeux du ZAN, mais qui iraient bien sûr beaucoup plus loin. Et je vous remercie de votre invitation. Je vous remercie. C'était très clair. Je vais passer du coup maintenant la parole à Monsieur Nicolas Cotte, président de Wavely, qui est du coup une start-up spécialisée dans la surveillance et l'analyse acoustique des nuisances sonores. Ouais. Et je vous laisse du coup mettre votre slide. On avait dit l'inverse du coup. On avait dit l'inverse. Pour inviter du coup le multiple choix. Je pense que ça fonctionnait bien tout à l'heure quand vous avez présenté du coup les diapositives. Un instant. Après, moi, sinon, le document est ouvert. Hein. Je peux présenter si vous préférez. Oui, je préférerais. Pas de souci. Tac. Hop, voilà. Partager et hop, je mets en plein écran. Voilà. Donc là, normalement, du coup, vous avez le document présenté en plein écran. Oui, c'est bon. Ok, nickel.
Donc oui, Nicolas Côté, donc je dirige la startup Wavely. Bonjour à tous. Donc Wavely est une startup créée en 2017. On est basé dans la métropole lilloise et on est actuellement 12 collaborateurs. Donc globalement, donc là, moi, je vais changer un peu de sujet. Je vais être un peu plus alors sur ce qu'on appelle de la surveillance environnementale et nous, on travaille plus particulièrement sur l'aspect surveillance acoustique. Donc, on est basé sur deux outils que l'on vient combiner, en fait. D'un côté, un aspect, du coup, capteur acoustique. Donc, on vient positionner, en fait, du coup, dans l'environnement, un certain nombre, du coup, de capteurs munis de microphones. Alors, j'ai des exemples qui sont à côté de moi, qui sont alors des capteurs communicants. Donc, on utilise des technologies, du coup, IoT. Et ces capteurs mesurent des choses. Nous, notre travail, c'est d'extraire de manière automatique des informations à partir du coup de l'environnement sonore. Et on a un certain nombre d'outils associés à ces capteurs, une plateforme web, une infrastructure réseau pour faire remonter les informations. Donc, en lien du coup avec l'appel à projet, donc nous, effectivement, on a une expertise, on utilise du coup de l'intelligence artificielle. Alors, à plusieurs niveaux, mais principalement, en fait, en intégrant des modèles d'identification dans les capteurs. Donc, c'est ce qu'on appelle du coup de l'IA embarqué, alors, où le terme anglais est associé est Edge Computing. Euh, donc, d'un point de vue fonctionnalité, ce qui se passe, en fait, c'est que on a les capteurs, on déploie des capteurs dans les environnements, ils viennent détecter du coup des événements, ils viennent identifier du coup ces événements en indiquant tout bêtement le bruit a été provoqué par une personne qui est en train de parler, par une voiture qui vient de passer, par un ventilateur qui est en train de tourner dans un bâtiment qui est à côté, et ainsi de suite. Voilà. Donc en fait, on a des modèles qui viennent reconnaître en fait un grand nombre de sources. Pourquoi on fait ça du coup en embarqué? Alors pour deux raisons. Et donc là, ça fait écho à la première présentation. Donc d'abord, il y a une notion de consommation énergétique. En fait, l'idée, c'est que plus on va faire utiliser l'IA proche de la source de la donnée, moins on va devoir consommer en termes du coup d'infrastructure réseau. Il faut savoir effectivement que toute la partie infrastructure réseau, en fait, et les serveurs consomment énormément. Enfin, je veux dire, on est entre 6 et 10 de la consommation électrique globale pour les serveurs. Donc, en fait, de venir utiliser des informations au niveau des capteurs permet de réduire la consommation énergétique. Et le deuxième point, c'est surtout le respect des données RGPD. C'est-à-dire, on vient traiter du coup localement, on n'est pas obligé de faire remonter des informations. C'est pas un téléphone, quoi. On vient juste remonter une information de quelqu'un vient de parler à tel endroit. En termes de cas d'usage, ici, je vais me focaliser, bien entendu, en lien avec des cas d'usage spécifiques pour les territoires. Par contre, on a trois cas d'usage. Un cas d'usage autour de la sécurité. Alors, on fait pas mal de choses. On détecte des fuites de gaz, par exemple. On détecte un tas de bruits anormaux qui peuvent être source de danger. On a toute une thématique autour de la gestion des bruits dans l'environnement, les nuisances sonores. Et la troisième thématique, c'est autour de tout ce qui est surveillance d'équipements industriels, dans une notion du coup de maintenance et d'optimisation de la consommation énergétique, par exemple, de ces équipements. Donc, je vais reposer les choses là, du coup. Alors, on travaille principalement en lien avec les trois thématiques. Là, je vais faire un focus sur la partie nuisance sonore, bruit. Alors, il y a un certain nombre d'études qui essayent du coup de quantifier le coût associé au bruit dans l'environnement. La dernière étude qui a été présentée du coup il y a 15 jours à ce qu'on appelle du coup les Assises nationales de la qualité de l'environnement sonore quantifie ce coût au niveau national pour la France à 147 milliards d'euros. Alors, c'est un montant qui est conséquent, qui regroupe un grand nombre de choses autour effectivement de la gêne pour les riverains liée aux nuisances sonores, de tout ce qui doit être du coup, on va dire, d'un point de vue modification des territoires pour réduire du coup cette gêne, les écrans acoustiques, les enrobés phoniques, ce genre de choses-là. C'est un coût qui est quand même assez conséquent. Et bien entendu, en fait, tout l'impact sanitaire autour du bruit. Donc, il y a effectivement un grand nombre de troubles liés du coup aux nuisances sonores. Ce qui est assez intéressant, donc ça touche une grande part du coût de la population, mais tous les coûts qui sont investis pour réduire en fait les nuisances sonores, on a un bénéfice social qui est supérieur au coût investi. Donc, je donne juste trois petits exemples là, rapides, d'applications du coup de nos technologies. Un cas, alors là, en partenariat avec un bureau d'études qui s'appelle Sim Engineering, qui est sur la métropole lilloise, là, c'est la surveillance d'un circuit automobile. Donc, c'est gérer effectivement du coup toutes les nuisances générées par ce circuit automobile
pour les riverains. Donc là, on est sur un espace qui est plutôt rural et périurbain. Et du coup, on a mis un certain nombre de capteurs. Et là, c'est des capteurs qui sont autonomes en énergie. Donc, comme vous voyez sur la photo, avec un panneau solaire. Deuxième exemple, là, c'est sur la surveillance de chantiers de construction. Donc là, on est plutôt sur des chantiers qui sont en milieu urbain. Et là, ce qui va être intéressant, en fait, c'est pour les gestionnaires et aussi, du coup, pour les collectivités, réussir à objectiver, du coup, les plaintes de riverains, de savoir, du coup, si la plainte est vraiment liée à la source, liée au chantier de construction ou liée à un bruit extérieur au chantier de construction. Donc, en fait, au lieu de dire uniquement, on a une alerte, on a un bruit, du coup, à 65 dB, on vient dire ce 65 dB, c'est lié à tel type de source. C'est oui, effectivement, un marteau-piqueur et c'est lié, du coup, au chantier. Ou alors, ben non, en fait, c'est de la musique, du coup, d'un bar qui est à côté. Je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît. Très bien. Ben, ma dernière diapo, effectivement. Donc là, on est plutôt dans une thématique Smart City. Donc là, c'est plutôt acquisition de données au sens large. Donc là, c'est une expérimentation. On doit déployer les capteurs du coup le mois prochain avec une dizaine de capteurs qui vont être du coup sur la métropole d'Aix-Marseille avec des thématiques sécurité, des thématiques de nuisance sonore. Donc assez large. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter. On est donc effectivement du coup sur la métropole lilloise et vous avez les contacts du coup sur cette diapo. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. On va du coup passer maintenant la parole à Madame Sarah Goubet, qui est donc chargée de mission pour Watershed Monitoring et qui s'occupe notamment de tout ce qui est gestion de l'eau. Madame Goubet, vous êtes là? Je n'ai pas l'impression qu'elle soit présente. Si, elle est là, mais elle n'était pas panéliste. Voilà. Normalement, là, vous pouvez parler, Madame Goubet. Ah, tu l'as regardé, ok. Est-ce que cette fois-ci, on m'entend? Oui, très bien. Merci, oui. Je vous en prie, vous pouvez présenter vos slides. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Super. Donc, tout d'abord, merci à vous de nous donner l'opportunité de nous présenter ainsi que notre travail. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont été exposés par le problème environnemental dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire les efflorescences de cyanobactéries dans l'eau. Et ce que nous proposons est une technologie nommée Nertus. Mais tout d'abord, je vais vous présenter un peu notre entreprise. Donc, Watershed Monitoring a été fondée en 2013 par la docteure Sonia Bemel au Québec. Et grâce à un programme d'incubation Explore de l'Eurométropole de Strasbourg, nous sommes implantés au Rhine Space Booster depuis 2019. Notre équipe est composée principalement d'experts scientifiques spécialisés dans de nombreux domaines de la gestion de la ressource en eau. Et nous accompagnons notre partenaire pour préserver la qualité et la quantité de la ressource en eau, de la source jusqu'au robinet. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de cyanobactéries? Donc, ce sont des micro-organismes qui existent depuis toujours, qui existent depuis 5 milliards d'années. Et c'est d'ailleurs grâce à elles que l'on a de l'oxygène dans l'atmosphère. Le problème récent que l'on a avec les cyanobactéries, c'est qu'avec le réchauffement climatique et l'apport intensif de nutriments dans l'eau, eh bien, ces micro-organismes prolifèrent de manière incontrôlable. Donc, le souci principal est que les cyanobactéries produisent des cyanotoxines potentiellement dangereuses, ce sont des neurotoxines. Et en Europe, environ 40% du volume d'eau potable est potentiellement susceptible d'avoir des problèmes de cyanobactéries. Ce qui rend le coût du traitement de l'eau potable de plus en plus cher, entre autres, et aussi une gestion des zones de baignade de plus en plus difficile. Alors, c'est un phénomène global, personne n'est épargné, mais à l'heure actuelle, ce qui rend la tâche des gestionnaires de la distribution de l'eau ou des zones de baignade de plus en plus ardue, c'est qu'ils n'ont souvent pas le temps de réagir. Les efflorescences peuvent apparaître en moins d'une demi-heure, j'en suis témoin, et souvent, les gestionnaires de l'eau ne comprennent pas
l'apparition de ces efflorescences, pourquoi ça touche leur plan d'eau subitement. Et en plus, ils doivent gérer les nouvelles réglementations légales européennes qui sont de plus en plus nombreuses en termes d'écologie de la santé de leur eau. Alors, il faut donc agir vite et intelligemment, pas comme cet homme qui a été pris sur la côte ouest de l'Australie, qui nage droit vers un bloom toxique. Je ne sais pas ce qui lui prend. C'est très dangereux. Donc, maintenant, laissez-moi vous présenter notre solution d'intelligence artificielle, Nertus. Alors, notre solution se base sur l'analyse d'images satellitaires. Notre algorithme basé sur l'intelligence artificielle apprend par lui-même au fur et à mesure qu'on lui implante des données diverses. Et les prédictions sont validées sur le terrain grâce à la collaboration avec de nombreux partenaires pour rendre les prédictions de plus en plus précises et justes. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que notre service est totalement adaptable aux besoins de nos clients. On va vraiment déterminer quelles sont les conditions précises qui favorisent les efflorescences de cyanobactéries pour un bassin versant donné. Donc, sinon, Nertus sera hosté sur notre software as a service Enki, qui est le logiciel phare de gestion de données développé par Watershed Monitoring. Donc, plus précisément, comment ça fonctionne? On va implanter dans notre algorithme de nombreuses sources de données, des images satellitaires, mais aussi des données issues de capteurs optiques, des données météorologiques ou toute autre donnée que le client pourra nous fournir. Donc, l'algorithme sera alors capable de déterminer les conditions favorables à une efflorescence de cyanobactéries 1 à 3 jours avant qu'elle n'ait lieu. Mais notre service Nertus n'est complet qu'avec notre module d'expertise, où à partir des prédictions de l'algorithme, on fera une analyse complète du contexte environnemental, ainsi qu'une recherche de solutions de gestion et le contexte légal du bassin versant. Tout ceci permet d'obtenir un programme complet de gestion du plan d'eau. Donc, les nouvelles régulations européennes et la bataille pour ralentir les effets du changement climatique ne permettent pas d'être organisées face à une crise écologique. Souvent, on est prêt sur le fait accompli. Les plans sont faits dans l'urgence et ceci engendre des coûts, un environnement stressant. Et les prises de données faites dans l'urgence ne servent pas par la suite pour des validations de modèles, par exemple. Avec Nertus, on inverse cette tendance, le but ultime étant d'être proactif et prêt. Donc, nous avons reçu beaucoup de lettres d'intérêt de grands groupes français qui veulent faire un partenariat avec nous. Nous commençons les bêta-tests à partir de la saison estivale de 2023 et nous avons hâte de commencer. Et enfin, de nombreux médias parlent de nous, ce qui, nous l'espérons, nous permettra d'atteindre de nouvelles organisations publiques voulant travailler avec nous. Très bien. Au-delà de Nertus, c'est la dernière slide. Au-delà de Nertus, nous avons une offre complète de produits et services pour vous aider à gérer votre ressource en eau. Mais nous sommes également experts dans la production de rapports comme les PGSSE, qui seront obligatoires pour toutes les communes européennes dès 2027. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de renseignements, des questions. Je serai ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci encore. Merci, madame. Je vais du coup maintenant passer la parole à monsieur Henri de Noblens, qui est du coup président de Omaze. Et Omaze est du coup une entreprise spécialisée dans la transition écologique en réduisant notamment les émissions de gaz à effet de serre de l'habitat. Je vous en prie. Vous pouvez projeter vos slides. Madame Goubet, il faudrait que vous arrêtiez le partage de votre côté, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit votre écran et là, on vous entend. C'est un peu saccadé, mais on vous entend. Oui. Ok, bonjour à tous. Si c'est trop saccadé, vous me dites, parce que dans ce cas-là, il faut que je change de mode de connexion. Normalement, il n'y a pas de sujet. Donc, bonjour à tous, Henri Leblanc. Moi, je vais vous présenter Omaze, le
président et un des 2 cofondateurs. OMIS, c'est une solution logicielle qui permet aux professionnels de collecter et d'analyser les données de consommation énergétique des bâtiments. On travaille avec les collectivités pour les aider à maîtriser leur consommation énergétique. Et l'un des contrats phares qu'on a signé récemment, c'est avec l'Eurométropole de Strasbourg pour leur permettre de suivre les données de température dans l'ensemble de leurs bâtiments afin d'accélérer la réduction de la facture énergétique dans un contexte de forte hausse des prix du gaz et de l'électricité. On est une équipe d'une 15aine de personnes basée à Paris, on existe depuis 2018 et le logiciel est commercialisé depuis 2018. Une équipe très tech et aussi commercial et marketing, mais côté tech, on a une vraie spécialisation en analyse de données et en développement logiciel, et pour être plus précis, en analyse de données énergétiques. Donc, notre force, c'est de savoir très bien analyser les données de consommation d'électricité, de gaz et de température dans les bâtiments principalement. On a eu un certain nombre de récompenses qui nous ancrent aussi dans cette accélération de la transition énergétique grâce à la tech, puisqu'on est labellisé Green Tech Innovation par le ministère de la Transition écologique et solidaire. On est lauréat du concours d'innovation de l'ADEME et de la BPI en 2019. Et puis, on a remporté des récompenses comme le concours Renoveup qui était organisé pour identifier la meilleure solution qui permettait d'accélérer, la meilleure solution digitale qui permettait d'accélérer la transition énergétique dans le bâtiment et la réduction de la facture. Notre solution logicielle, elle permet de collecter les données énergétiques et ça, on le fait avec différents objectifs. Le premier objectif, c'est d'accélérer la mise en place d'actions de sobriété, de manière très basique. En suivant les données de température, on est capable de dire si le chauffage est bien ou mal réglé. En suivant la consommation énergétique, on est capable de dire si elle est en hausse ou en baisse et de mettre en œuvre des actions qui permettent de s'assurer qu'elle va baisser. Pour les collectivités, on va aussi optimiser la gestion des contrats, puisque nous, ce qu'on a énormément fait, c'est optimiser les abonnements électriques en analysant les données des compteurs afin d'optimiser ce qu'on appelle le TURP. On trouve des économies de plusieurs milliers, voire parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros par an en analysant des parcs de compteurs. Donc, si vous êtes une collectivité, que vous avez des milliers de compteurs ou des centaines de compteurs sous contrat, n'hésitez pas à nous faire signe. Ça, c'est une étude qu'on a beaucoup fait. Et puis, l'autre utilité de suivre à distance toutes les données de consommation énergétique et les données de température, c'est aussi d'éviter des déplacements sur place, en fait. Et dans une certaine mesure, ça participe aussi de la sobriété, parce que quelqu'un qui se déplace, parfois, il se déplace en voiture thermique. Et surtout, ça permet aussi de gagner du temps. Ça va vous permettre de connaître la consommation d'un bâtiment sans aller sur place, de connaître la température d'un bâtiment sans aller sur place, de connaître le niveau de CO2 d'un bâtiment sans aller sur place, et donc de gagner beaucoup de temps. On a une plateforme logicielle qui est commercialisée en SaaS pour Software as a Service, donc logiciel en location. Notre spécialité, c'est l'analyse de données. Donc, on fait vraiment de l'IA, de l'intelligence artificielle et du big data. Sur des volumes de données, aujourd'hui, on analyse plus de 100 000 compteurs tous les jours. Donc, ça commence à faire un volume important pour des algorithmes qu'on a intégralement développés en interne grâce à nos équipes. Je vous ai parlé de données, je vous ai dit qu'on agrégeait différentes sources de données. On agrège principalement les données de l'IoT, donc les données de l'Internet des objets, et on est connecté sur tous les réseaux LoRa et Sigfox. Ça nous permet de mesurer beaucoup la température d'ambiance, un peu le CO2 aussi. Pour les collectivités qui souhaiteraient s'équiper, on peut aussi leur fournir des capteurs si elles n'en ont pas. On va remonter toutes les données de l'open data. Donc, dans l'open data, il va y avoir toutes les données météo relatives au site, mais aussi des dizaines de données qu'on va récupérer dans des bases un peu profondes de l'IGN, du CEREMA et de l'ADEME, comme la surface au sol, le DPE du bâtiment, son numéro de parcelle cadastrale, sa hauteur, qui nous permettent d'enrichir nos analyses. Et puis, le nerf de la guerre, c'est évidemment la récupération des données de consommation contractuelle, d'électricité et de gaz qu'on va récupérer directement via Enedis et GRDF. Et ça veut dire qu'il n'y a aucun équipement à déployer sur place pour suivre les données de consommation énergétique dans les bâtiments. Donc, c'est vraiment du logiciel. Ça peut être mis en œuvre dans n'importe quelle collectivité la semaine prochaine et on a les capacités pour le faire. Vous avez une triple proposition de valeur, des économies rapides et sans travaux, suivi des consommations d'énergie, on se connecte à distance à vos compteurs dans tous vos bâtiments, il n'y a rien à installer sur place, suivi des températures et CO2, on récupère les données des sondes, on les analyse pour identifier tous les problèmes de réglage de chauffage et accélérer la sobriété dans vos bâtiments, et puis l'optimisation des contrats d'électricité pour vous faire gagner rapidement des sommes importantes, pour vous faire des économies
sur la facture énergétique, sur vos factures d'électricité, simplement grâce à l'optimisation du contrat, c'est sans changer de fournisseur. Donc, il n'y a pas d'appel d'offres nécessaire ici. Je disais qu'on avait gagné un gros contrat avec Strasbourg. On déploie 400 capteurs de température et de CO2 qui vont être déployés dans 800 bâtiments. C'est un déploiement en un peu moins d'un mois. Une dynamique de sobriété pour toutes les équipes, dans le scolaire, dans les ERP, dans les bureaux. Ça va leur permettre d'identifier rapidement les meilleurs réglages de chauffage pour accélérer la sobriété dans leurs bâtiments et puis améliorer aussi le confort des usagers et des employés dans les bureaux. Très bien. Voilà, je vais vous donner 5 minutes. Je crois que je suis arrivé au bout. C'est ça. Je vous remercie beaucoup. C'était très clair. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Voilà, les coordonnées sont ici. On sera ravis de prendre votre appel. Je vais donc maintenant passer la parole à Monsieur Geoffroy de Montjamon, donc président d'Alea, qui propose du coup une plateforme ouverte et souveraine pour accélérer et sécuriser les projets d'intelligence artificielle. Je vous remercie. Oui, bonjour. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Voilà, donc effectivement, Geoffroy de Montjamon. Alors, je suis vice-président d'Alea. Le président, c'est Antoine Couret. Et donc, je suis en charge du développement et en particulier sur la partie énergie et transition écologique. Alors, je vais vous présenter un projet de rénovation énergétique des bâtiments qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et sur notre plateforme, la plateforme Alea. Alors déjà, qui est Alea? Alors, Alea, c'est une start-up qui a été créée il y a moins de 2 ans, avec le constat que la data est bien maintenant centrale dans toutes les industries et les collectivités territoriales. Et si l'Europe maîtrise l'ingénierie dans beaucoup de secteurs, ce n'est pas le cas de la data et de l'IA. Et c'est effectivement pour répondre à cet enjeu et aux enjeux climatiques que nous avons créé cette première plateforme d'IA européenne et souveraine. Les données sont sur des clouds français, OVH et Scaleway pour les nommer. Voilà, et après moins de 2 ans d'expérience, nous avons déjà 50 collaborateurs, majoritairement sur la partie développement, 10 clients et nous prévoyons un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros en 2022. Voilà, nous sommes soutenus par la BPI et déjà reconnus par le Gartner. Alors, quelle est l'offre de valeur d'Alea avant de rentrer plus particulièrement sur le modèle que nous avons développé sur la rénovation énergétique? Alors, donc Alea ne fait pas de la data visualisation ou de l'analyse de données, comme on a vu précédemment, mais notre mission, c'est de créer des modèles d'intelligence artificielle ou d'accompagner nos clients pour créer leurs propres modèles sur une plateforme. Les principaux bénéfices pour nos clients, c'est d'accélérer et de sécuriser les mises en production, c'est-à-dire la réalisation des projets d'intelligence artificielle. Voilà, il y a 85% de projets d'intelligence artificielle qui restent encore au niveau d'un POC sans vraiment être industrialisés. Alors, nos 3 axes majeurs, c'est l'accès à la donnée, la collaboration et la mise en production sécurisée. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui travaillent pour créer un projet d'intelligence artificielle, ils peuvent accéder directement à des datasets comme Namer, par exemple, dans le bâtiment, qui a 250 attributs sur plus de 20 millions de bâtiments. C'est un partenaire. Le dataset est directement accessible depuis notre plateforme, mais c'est aussi accéder à des modèles de données qui ont été développés par des data scientists de chez nous ou de partenaires. C'est le cas donc du modèle que je vais vous présenter juste après. Et ensuite, l'accès, c'est aussi, enfin voilà, c'est l'accès aux algorithmes et aux algorithmes et aux modèles. La deuxième partie, c'est la collaboration, c'est-à-dire que les différentes personnes qui travaillent sur un projet vont pouvoir collaborer sur un même environnement de travail. Donc, ça va être des data scientists, ça va être des gens du métier, des gens de l'IT, de l'informatique, de différents services ou de différentes collectivités. Et enfin, la mise en production sécurisée, car tout est, je dirais, dès la conception, les modèles sont optimisés pour passer en production rapidement et moins consommés. Voilà, donc j'avance. Ensuite, c'est essentiellement sur la partie collaboration que nous avons été retenus par le projet Renovate, qui est un programme franco-allemand, qui a pour objectif de faire la rénovation énergétique et la rénovation des routes. Donc, on va se concentrer sur la rénovation énergétique en particulier et sur un premier algorithme, un premier modèle
que nous avons créé pour préconiser les travaux qui sont le plus impactants sur la consommation énergétique. Notre premier objectif était de réduire de 10% la consommation sur l'ensemble d'un parc de bâtiments. Donc, pour calculer le gain énergétique pour chaque type de travaux et pour mieux les prioriser, le modèle s'est appuyé sur des variables ayant des fortes corrélations avec la performance énergétique, comme les variables qui sont liées à la construction, isolation des murs, double vitrage, matériaux pour les contours de fenêtres, et également des données, des variables liées au système de chauffage. En résultat, le premier modèle, donc, qui a d'abord été entraîné sur des données du CSTB et qui vont être entraînées maintenant sur les données de NAMER et d'Action Logement, le partenaire sur ce programme. Déjà, je vous donne un exemple d'un bâtiment donné qui, en ayant été travaillé par le modèle, nous propose 3 travaux prioritaires, classés comme vous le voyez là, et qui permettent de passer de 373 kWh par mètre carré et par an à 229, voilà, en faisant trois travaux, les 3 travaux qui sont préconisés. Donc, ça fait un peu moins de 40% d'économie d'énergie sur ce bâtiment. Et nous priorisons ensuite les bâtiments, c'est-à-dire pour l'effectuer sur les 25% des bâtiments les plus énergivores. Donc, vous voyez, 40% d'économie d'énergie sur 25% des bâtiments les plus énergivores, ça fait 10% d'économie sur l'ensemble d'un parc. Je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît. Parfait, on est parfaitement synchro. Le dernier slide, alors c'est pas facile à lire comme ça. Là, c'est les 500 bâtiments qui sont présentés par ces petits ronds, les 500 bâtiments d'un parc. Et vous voyez que c'est sur 2 axes. Maintenant, on rajoute l'axe du coût des travaux en abscisse et en ordonnée, l'impact énergétique, ce qui vous permet de prioriser sur un parc de bâtiments ceux sur lesquels vous allez effectuer les travaux en priorité. Voilà, donc ça se lit effectivement, ceux qui ont le moins de coûts et le plus d'impact, donc en haut à gauche, c'est effectivement la priorité. On peut aussi prioriser ceux qui sont en orange, c'est-à-dire les passoires énergétiques. Voilà, et je vous laisse donc mes coordonnées ici. Vous pouvez les photographier ou faire une copie d'écran pour me contacter pour avancer sur ce sujet pour vos collectivités. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Je passe du coup maintenant la parole à Monsieur Olivier Braillac, qui est donc président de Octopies. Et Octopies, c'est donc une start-up qui est spécialisée sur les questions d'anonymisation des données. Voilà. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, merci de votre accueil. Moi, j'ai décidé de ne pas vous partager de slides, mais de vous parler. Merci pour l'introduction. Donc, en effet, je vais vous parler de données personnelles. Quand on parle de transition écologique, eh bien, on a accès finalement à des données personnelles. Et pour pouvoir optimiser ces données, il faut être capable de les partager. Et donc, d'un point de vue plus global, vraiment sur les données personnelles, ce qu'on remarque, c'est que y a un vrai consensus, en fait. Il y a un consensus parce que, d'une part, les données personnelles, c'est l'essence de notre vie privée. Elles sont vraiment intimes. Et puis, il y a aussi un consensus parce que ces données personnelles sont de plus en plus nombreuses et leur exploitation est vraiment indispensable pour la recherche, pour l'innovation, pour l'économie, pour faire, c'est ce dont on va parler des économies d'énergie. Alors, en fait, dans la vraie vie, c'est pas si simple que ça de partager des données. Ça se fait pas aussi bien que ce qu'on pourrait aimer. Et heureusement, en fait, il y a un règlement qui est là pour ça. Vous en avez tous entendu parler, c'est le règlement sur les données personnelles, donc RGPD. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les données personnelles, elles sont exploitées, elles sont partagées. Quand elles sont partagées, on est toujours amené à faire un compromis. Un compromis soit en faveur de la qualité des données, ou en faveur de la confidentialité. Et en fait, souvent, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Et généralement, ce qu'on remarque, c'est qu'il est souvent en faveur de la qualité des données, mais au détriment de la confidentialité. Alors, évidemment, ce n'est pas acceptable. Et on voit bien que les données personnelles représentent un vrai facteur de risque
et malheureusement une opportunité mal maîtrisée par les organisations. Alors, pour être un peu plus concret, je vais prendre un exemple. Imaginons, vous avez Tom qui est Chief Data Officer chez un constructeur automobile et il souhaite exploiter des données d'automobilistes pour améliorer la connaissance des comportements des personnes qui roulent avec des voitures électriques. Notamment, il y a des vraies problématiques autour de l'implantation des bornes de recharge de voitures électriques. Nous, on travaille sur ce sujet-là avec un constructeur automobile. Et bien, en fait, Tom est bloqué parce que ce nouvel usage n'a pas été prévu au moment de la collecte des données et il ne dispose pas du consentement des automobilistes pour procéder à ce traitement. Alors, comment faire? Et bien, chez Octopies, on a la solution. On a développé une brique unique d'anonymisation qui va générer des données de synthèse anonymes qu'on appelle des avatars. Et ces avatars, ils vont être issus des données personnelles, ils vont conserver les informations qui sont contenues dans les données personnelles, et ils vont empêcher de réidentifier les individus. Et donc, ils permettent de libérer les usages secondaires des données pour des nouveaux usages, et tout ça en préservant l'utilité et en garantissant la protection des individus. Alors, cette solution, vous voyez, finalement, alors que les données personnelles sont un risque, les avatars, ça devient un facteur de sécurité et une opportunité de valorisation économique des données. Alors, notre méthode est unique. Elle a été attestée par la CNIL comme étant une vraie méthode d'anonymisation au sens propre du terme. On a d'ailleurs reçu récemment une distinction par le gouvernement. On a reçu un prix du ministre de l'Éducation et de la Recherche dans le cadre d'un concours d'innovation qui s'appelle Innov, où l'État est venu nous aider dans ce travail, compte tenu de la priorité de cet enjeu. Donc aujourd'hui, on distribue cette technologie auprès de nos clients sous forme de logiciel avec une licence. Notre ambition, c'est d'être le leader européen sur la donnée de synthèse en mettant le cap vers des données des données éthiques au service de tous, mais vraiment dans le respect de chacun. Très bien. Voilà. Je vous remercie. Ravi de prolonger les échanges. Je vous donnerai nos coordonnées dans le chat. D'accord. Merci. Merci. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie de ce webinaire et je vais vous présenter donc les ressources que Ecolab du coup a développées pour répondre à cet appel à projet. Donc pour ça, je vais vous partager mon écran. Un instant. Hop. Voilà. Donc on se retrouve maintenant du coup sur le site qui s'appelle donc Green Tech Innovation et notamment du coup dans l'onglet commandes publiques et acteurs de l'IA qui du coup va ici rassembler un certain nombre de liens utiles mais également des informations sur les prochains événements et vous donner notamment aussi la possibilité d'accéder au replay de ces webinaires et à un formulaire de rendez-vous pour poser vos questions, enfin que vous puissiez nous poser des questions dans le cadre d'un rendez-vous individuel. Et donc, voilà, si je me déplace un peu sur la page Internet, là, il y a donc un ensemble de liens utiles, à savoir ici directement la plateforme sur laquelle vous pouvez déposer vos dossiers. Donc, c'est la plateforme de la Banque des Territoires qui est du coup une filiale de la Caisse des dépôts. Il y a aussi également ici une plaquette de présentation de l'appel à projet que vous pouvez du coup consulter. Ensuite, ici, sur les questions-réponses, je me permets de m'arrêter un instant, c'est parce que ça a été mis en place du coup par la Banque des Territoires et c'est un endroit où vous pouvez, en tant que acteur privé ou en tant que collectivité, poser toutes vos questions sur cet appel à projet et avoir une réponse du coup pour préciser certains points qui ne seraient pas très clairs dans le cahier des charges. Vous pouvez le consulter. Il y a actuellement une centaine de questions qui ont été posées. Donc, ça fait quand même beaucoup de questions. Et c'est pour ça qu'on s'est permis ici, dans la foire aux questions les plus fréquentes, de vous proposer un résumé d'une vingtaine de questions sur cet appel à projet, sur
choses qui reviennent le plus souvent. Voilà, donc ça, c'est aussi une ressource qui a été développée ici en interne. Et là, sur cette partie-là à droite, ce que vous voyez, c'est l'ensemble des pièces qui sont nécessaires pour déposer votre dossier. Donc, il y a le cahier des charges pour prendre connaissance des exigences, le dossier de candidature et les annexes, comme du coup l'annexe financière, la fiche de synthèse et la grille d'impact environnemental. Voilà. Donc ici, la deuxième partie ici du site internet, ça vous concerne directement parce que suite à ce webinaire, on va mettre en ligne votre fiche dans le cadre de cet annuaire. Cet annuaire, on peut ici du coup y accéder et ça permet du coup de rassembler l'ensemble des présentations des collectivités et des entreprises. Par exemple, ici, si je clique sur cette fiche, je vais pouvoir accéder à la fois aux thématiques d'intérêt pour cette collectivité, mais également, je vais pouvoir accéder ici à tout un descriptif de leur présentation et évidemment le contact à aller voir si on a une solution, par exemple, à proposer. Donc, on peut également du coup faire des recherches thématiques. Par exemple, si ce qui nous intéresse, c'est l'efficacité énergétique. Voilà, ici je vais voir que Actionable, c'est une entreprise qui a même de répondre à notre besoin, mais il y a également, par exemple ici, Dataiku. Et on se retrouve aussi toujours dans cette situation où on a le contact de la personne et sa présentation et un descriptif rapide de l'offre de service. Donc ça, c'est vraiment l'idée d'enrichir la base des opportunités qui sont offertes et de favoriser du coup la mise en relation. Du coup, pour revenir sur le site de la Green Tech, il y a ici du coup les événements qui vont arriver. Donc, on va mettre à jour, notamment pour parler du coup du webinaire de décembre. Et ici, vous pouvez déjà voir l'ensemble des webinaires qui sont passés. Donc, puisqu'on en est déjà au 4e. Donc, vous pouvez voir en replay, mais ici, c'est pour avoir un accès plus rapide à ce qui a été présenté. Vous pouvez aller directement, du coup, comme je vous l'ai montré ici sur cet annuaire. Et enfin, le formulaire, du coup, de prise de rendez-vous qui a été mis en place tout récemment par Marine Dupuis et qui vous permet ici de préciser, du coup, votre contact et quand est-ce que vous êtes disponible pour un rendez-vous et effectivement le sujet de ce rendez-vous. Donc ici, il suffit simplement de cliquer, par exemple le 26, de confirmer sur une heure, par exemple 10 heures, et ensuite d'envoyer votre demande de prise de rendez-vous. Voilà. Donc c'était pour vous faire un peu une synthèse, puisque du coup tout au long de cette première vague de l'appel à projet, on a essayé de structurer une offre d'accompagnement, et donc toutes ces ressources sont disponibles, et je vous mets tout de suite le lien dans la messagerie. Voilà. Et je vois que Marc est revenu, donc je vais le laisser conclure sur ce webinaire et je vais rendre le partage. Merci. Écoutez, je vois que vous êtes encore 60. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que les éléments qui ont pu vous être apportés aujourd'hui vous auront été utiles. Surtout, le message, c'est on est vraiment mobilisé pour répondre à toutes les questions, pour vous aider à mieux comprendre ce que nous faisons, comment vous pouvez en bénéficier dans les territoires ou dans votre entreprise. Et donc, on va travailler pour que le 7 novembre, on ait le maximum de projets parce que nous, c'est notre mission. Et puis, on vous tiendra au courant de ce qu'on fera en 2023, bien entendu, le plus tôt possible. Merci et bonne fin de journée.